Gérard. Merci, bonjour à tout le monde. Je vais être bref simplement parce que Hervé m'y a invité, mais aussi parce que je pense que tu es déjà allé au cœur de l'essentiel sur pas mal d'aspects. Je voudrais simplement vous présenter le périmètre, que vous le sachiez, parce que on n'est pas tous du Rhône-Médian, et je ne suis pas du tout du Rhône-Médian d'ailleurs pour ma part. Donc il m'a fallu aussi découvrir le périmètre en question. Donc la diapo suivante, Philippe, voilà ce que c'est que le GPRA Rhône-Médian. C'est dans un rayon de 20-25 km autour de l'épicentre qui est la zone industrielle et portuaire de Salèze-Sablons. C'est un territoire de 260 000 habitants. Chose que je tiens à dire, on n'est pas sur un GPRA mouchoir de poche. On est sur un territoire qui pourrait constituer un département français. Il y a des départements en France qui font moins de 260 000 habitants. Donc c'est un territoire important démographiquement, effectivement très complexe, comme l'a dit Hervé. Et c'est vrai que déjà en soi, de faire travailler ensemble 12 intercommunalités, 5 départements, c'était déjà un pari. Et ce pari est tenu parce que les gens en ont envie. On n'a pas la paternité totale de ce pari-là. Il faut dire qu'il y avait déjà une école de travail commun avec le SCOT, avec le schéma de cohérence territoriale des rives du Rhône. Donc on n'était pas dans un territoire vierge de réflexion et d'action commune. Mais là, ils vont quand même beaucoup plus loin. Parce que et on va le voir après, sur un GPRA, sur un grand projet Rhône-Alpes, qui a comme fondement bâtir de l'écologie industrielle et bâtir de l'intermodalité, sans se bouffer le nez d'un point à un autre du GPRA, c'est évident qu'il faut là des visions solidaires, responsables, des visions de complémentarité et pas des visions de concurrence. Alors, la genèse du GPRA, je reste encore un petit peu sur la précédente, merci. La genèse du GPRA. La zone industrielle et portuaire de Salèze-Sablons est une opération lourde. Il s'agit d'aménager 330 hectares de terrain qui sont prévus à la fois à des fins d'intermodalité fleuve-rail et à des fins de développement industriel depuis 40 ans dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. C'est une orientation lourde avec une consommation importante de terres, y compris des terres qui sont aujourd'hui des terres agricoles. Ça n'a de sens que si on a une véritable coordination au niveau du périmètre et qu'on met ce développement de Salèze-Sablons au service de l'ensemble du territoire et qu'on ne multiplie pas les opérations d'industrialisation en tous sens sur les 700 hectares dont a parlé Hervé tout à l'heure, qui sont les 700 hectares prévus au niveau du SCOT. Donc on a vraiment là déjà une vision d'une nécessité de cohérence si on veut rester dans la sobriété au lieu d'aller dans la consommation foncière effrénée. Mais surtout, en même temps, le sujet qui fait que avec la région, il a été décidé par les gens qui s'occupaient de la zone industrielle et portuaire d'aller vers un grand projet Rhône-Alpes, c'est que ce développement de la zone industrielle et portuaire de Salèze-Sablons, il peut être aussi bien ravageur qu'il peut être bénéficiaire à l'ensemble du territoire. Et évidemment, ce qui a été choisi, c'est de porter bénéfice à tout le monde au lieu de ravager. Pourquoi peut-il être ravageur ? Parce qu'on va avoir là, avec une possibilité de longueur à Bordeaux, enfin il y a 2,5 km possibles d'appontement, ce qui est considérable à l'échelle de Rhône-Alpes. Tout ne sera pas utilisé, mais il y a cette possibilité-là. Il y a la voie ferrée sur place, il y a moyen de faire des réseaux ferroviaires bien équipés à l'intérieur de la zone, etc. Il y a un actif existant déjà en termes de développement industriel à proximité immédiate avec le secteur Osiris sur Roussillon. Il y a une gestion du port et en particulier des entrées-sorties des marchandises par voie ferroviaire et par voie fluviale
par la Chambre de commerce, il y a tout un acquis. Entre cet acquis et le développement qui est proposé au niveau de la zone industrielle et portuaire, on peut très bien, si on y prend garde, faire le contraire de ce que l'on veut. C'est-à-dire attirer sur la zone industrielle et portuaire toute une série d'entreprises du pourtour qui vont quitter des conditions plus ou moins confortables et venir se retrouver là. Et c'est ce genre de choses que l'on ne veut pas. On veut au contraire faire en sorte que, aussi bien en termes de vitrine de ce qu'il est possible de faire au XXIe siècle en matière industrielle, en termes de vitrine mise à la disposition, qu'en termes d'intermodalité, on puisse donner à l'ensemble du territoire le moyen de sa valorisation au lieu de créer une concurrence défavorable pour eux vis-à-vis de la zone industrielle et portuaire. Voilà l'idée de base de ce GPRA, telle qu'elle a émergé de la part des élus locaux, notamment de la part du comité syndical de la zone industrielle et portuaire, et que nous, au niveau de la région, nous avons repris à notre compte. Et quand le syndicat mixte de la zone industrielle et portuaire a demandé à la région de délibérer pour mettre en route un projet de GPRA, il n'y a pas eu d'hésitation, et la région a délibéré très favorablement il y a déjà plusieurs années. Mais après, vous imaginez bien qu'il fallait passer de la délibération et de l'idée à un protocole qui contient de la matière et qui est complexe. Si tu veux changer, Philippe, on peut. Les deux piliers du GPRA, c'est donc tout ce qui touche au report modal et notamment à la complémentarité entre les trois modes de transport que sont la route, et ça c'est banal, mais aussi le ferroviaire, c'est moins banal, et le fleuve, c'est moins banal aussi. Je disais tout à l'heure qu'on avait un acquis, on a un acquis important, puisque je veux que vous sachiez que déjà actuellement, sur le secteur de Salers de Sablons, plus de la moitié des marchandises entrent et sortent par voie ferroviaire ou par voie fluviale. C'est considérable. Ce n'est pas en dessus des moyennes régionales ou des moyennes nationales. C'est hors de proportion avec les moyennes régionales ou les moyennes nationales. C'est de l'ordre de 5 à 7 fois plus que la moyenne nationale. Donc on a vraiment là un secteur où on peut travailler intelligemment de ce côté-là. Je voudrais vous donner quelques exemples rapidement de ce qu'il est prévu et de ce que l'on a envie de faire avec l'ensemble des élus et des partenaires locaux qui ont été cités tout à l'heure par Hervé sur ce secteur-là. Je parlais de complémentarité entre des zones industrielles périphériques à la zone industrielle et portuaire et la zone industrielle et portuaire elle-même. On a deux secteurs que certains connaissent peut-être parmi vous, qui sont le territoire de Beaurepaire, sur lequel il y a de l'industrie. On a le secteur de Saint-Rambert-d'Albon, ce qu'on appelle Rhône-Valois, sur lequel il y a de l'industrie et sur lequel il y a des zones à aménager, qui peuvent, moyennant des investissements ferroviaires, pas simples, mais faisables, techniquement faisables, après il y a les problèmes de coûts, de financement, etc., on peut ramener les marchandises sur la zone industrielle et portuaire sans difficulté technique particulière, en faisant un embranchement dans le cas des terrains Panda de Rhône-Valois et en utilisant, dans le cas de Beaurepaire, le tronçon ouest de la ligne de Bièvre qui existe déjà et qui est déjà en fonctionnement tous les étés au moment de la récolte des céréales. Donc c'est des choses qui ne sont pas évidentes à faire mais qui sont faisables. On a à l'intérieur de la zone industrielle et portuaire d'autres secteurs portuaires qui existent et dont on parle peu. On a par exemple un secteur à Loire-sur-Rhône, dans le territoire de Condrieu, où il y a des disponibilités foncières à Bordeaux et où il nous paraît opportun de travailler sur l'organisation de relations, de prestations fret en direction du bassin nigérien, en direction de la Loire. On a là des réelles possibilités à partir du foncier disponible et à partir des réseaux existants pour desservir la Loire à partir de Condrieu. On a aujourd'hui des choses que l'on ignore, mais il existe face à Vienne, au même niveau que Vienne, sur la commune de Saint-Romain-en-Galles, donc côté rive droite, il existe aujourd'hui d'ores et déjà un opérateur ferroviaire
qui a une activité qui marche, qui est réduite, qui peut être développée, on a vraiment des possibilités d'agir sur le secteur de l'intermodalité. Dans le domaine industriel, ce que nous voulons faire très concrètement, c'est travailler sur la transition écologique dans le domaine industriel. Et il n'y a pas aujourd'hui en Rhône-Alpes de territoire de GPRA équivalent. Nous voulons avancer là-dessus. Par exemple, en travaillant sur des questions énergétiques, il y a aujourd'hui des entreprises dans le secteur de Saint-Vallier, au sud du GPRA. Il y a des entreprises qui sont des entreprises en pointe dans le recyclage du papier, mais qui sont boulimiques en matière énergétique. Et travailler, comme nous le faisons depuis ces derniers jours, avec le syndicat interdépartemental de Romardèche, pour voir comment on peut, par voie de métallisation, valoriser les déchets fermentescibles collectés par ce syndicat interdépartemental, est certainement plus intelligent que de rentrer systématiquement du méthane et faire cramer du méthane qui est importé d'Afrique du Nord. Et dernier exemple que je voulais vous donner, qui est très important pour ce secteur-là, c'est la problématique des friches industrielles. Nous sommes dans un secteur où il y a énormément de friches, y compris des friches très lourdes. Je pense aux friches d'Andancette, Pont-à-Mousson. Je pense à la friche de la centrale EDF de Loire-sur-Rhône, les friches Select d'Anvienne, etc. On a vraiment des secteurs de friches extrêmement importants. Si on veut faire de l'écologie industrielle, il est important de travailler sur la requalification des friches pour faire des économies foncières, mais aussi de travailler sur un cycle de vie depuis l'acquisition foncière jusqu'à la livraison de terrains disponibles. On raisonne toujours sur le prix de la requalification, qui est un prix élevé. On ne raisonne jamais sur l'économie que représente, entre autres pour les collectivités, le fait de réutiliser les friches au lieu d'aller se déplacer et consommer des terrains nouveaux à l'extérieur, etc. Bon voilà, je voulais vous donner simplement ces quelques exemples. Je voudrais vous dire aussi, et ce sera mon dernier mot, qu'on ne peut pas être exemplaire en termes de complémentarité et de situation non concurrentielle entre les territoires, les différentes collectivités qui sont à l'intérieur du territoire, et ne pas avoir le même souci à l'extérieur. Dans ce sens, il est important, et on en a déjà parlé, on va prendre une initiative au niveau de la région, il est important de faire travailler ensemble des secteurs portuaires qui sont aujourd'hui considérés par un certain nombre de gens comme concurrentiels, alors qu'ils sont dans des situations géographiques et dans des fonctions complètement différentes. Je parle du port de Valence et je parle du port de Salaise-Sablon, et bâtir de la complémentarité au lieu, là aussi, de travailler à sortir les gros bras et à se mettre en situation de concurrence. Ça fait partie aussi de ce que le GPRA va essayer de travailler avec l'ensemble des chambres de commerce, etc., comme ça a été dit par Hervé tout à l'heure. Voilà pour ce qui est de la présentation du rapport. Il y a un amendement de l'exécutif, je le dis tout de suite, ce sera fait. Il est très formel et très simple. Quand nous avons écrit le rapport, nous n'avions pas encore l'accord des 5 départements. Donc nous avons écrit l'accord avec 4 départements, il n'y avait pas la Loire. Depuis, la Loire nous a dit qu'elle était d'accord et qu'elle voulait signer le protocole et participer au GPRA, ce qui nous fait 5 sur 5. Et nous avons donc présenté un amendement pour ajouter la Loire qui ne figurait pas dans le texte initial. Merci, Monsieur Lerat. Donc, on votera l'amendement tout à l'heure. Je vais proposer donc à Madame Colin, présidente de la commission, de donner l'avis de la commission. Madame Colin. Oui. Donc, j'interviens au nom de mon groupe. Je pensais que Elisa Martin siégerait aujourd'hui. Sur l'avis de la commission, je peux faire un rapide résumé des débats qu'il y a eu, qui ont essentiellement, qui n'ont pas été sur ce sujet, qui n'ont pas du tout été détaillés en comité d'avis non plus, puisqu'il y avait très peu d'élus. Voilà, donc j'interviens ici au nom de mon groupe. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le conseiller spécial, chers collègues,
Le protocole qui nous est proposé aujourd'hui entre dans la suite logique des grands projets portés par la région. Il est d'ailleurs dommage que trop peu d'élus aient assisté à la présentation du projet par le territoire en comité d'avis. Surtout que ce 7e projet porte la symbolique de la fin, ou peut-être de la transformation de cette politique. À la base de tout, un territoire écartelé entre un pôle industriel et l'agglomération du Grand Lyon, disséminé par de nombreux découpages administratifs et dispositifs. Ce territoire a entrepris les fusions qu'il était en mesure d'opérer. Tous se sont mis autour d'une table afin de se fédérer autour d'un projet dont le but est le rayonnement d'un développement économique sur 20 km de la zone industrialo-portuaire de Salès-Sablons, la ZIP. Le projet Rhône-Médian s'ancrant dans un contexte de forte tension écologique, économique et sociale. Cette fédération a pour but de répondre aux enjeux environnementaux et socio-économiques tout en améliorant la qualité de vie des habitantes et des habitants du territoire. Après avoir saisi l'opportunité du chantier de la ZIP, les territoires et ses acteurs, avec la région, s'efforcent donc, avec ce grand projet, de convertir les contraintes en atouts, en y répondant de manière innovante. D'abord, l'optimisation du report modal par des aménagements fluviaux ferroviaires, mais aussi une réflexion globale sur la logistique de tout un territoire dans un rayon de 20 km, au lieu d'une simple plateforme logistique intermodale de transit, sont un pilier de ce projet. Cette évolution du fret va s'aligner sur le développement du ferroviaire et conforter le tracé privilégié par la région dans le cadre du Céphale Sud. Pour nous, écologiques, la création d'un tel modèle logistique, limitant considérablement l'impact environnemental et répondant aux enjeux du développement local, du changement du climat et de la préservation de la ressource, doit devenir une référence. Ensuite, un développement industriel intégré appliquant le concept d'écologie industrielle calqué sur le fonctionnement des écosystèmes. Un développement économe et solidaire qui crée une synergie économique permettant à tous et à chacun davantage d'efficience dans le cadre de leur activité. Le décloisonnement, la création du lien entre activités, entre personnes pour gagner en sobriété et efficacité, constitue un modèle que nous, écologistes, ne pouvons qu'encourager. La notion d'intelligence collective, enfin, pour structurer chaque activité, chaque tenant et aboutissant dans le but de fédérer autour d'un même objectif, être efficace, se doter d'outils de pilotage innovants, écologiquement et économiquement et socialement. Une mise en œuvre du développement soutenable que nous, écologistes, voulons voir se généraliser. Autour de ces deux piliers est le socle de la réflexion, indispensable, le ciment. Ce ciment devrait être recherché dans des dynamiques d'accompagnement. Les déplacements pendulaires au sein et entre chaque ville sont traités par des actions volontaristes en matière d'écomobilité. Le but étant réellement de diminuer les flux de déplacements individuels motorisés, après avoir, grâce au report modal, diminué le nombre de camions. Et puis, que serait la création d'un modèle d'une économie nouvelle sans un déploiement de la formation ? En promouvant les formations, les stages en lien avec la transition écologique, en permettant aux travailleurs d'évoluer ou de changer leur parcours professionnel, les CTEF de ces territoires Rhône-Médian, nouvelle échelle de développement, devront conforter cette dynamique. La griffe des Poras aussi, pour la réhabilitation de friches à des fins de développement industriel, permettant ainsi que la protection des espaces naturels et agricoles entre dans la cohérence de cette réflexion. La préservation des milieux naturels, la création et la préservation des corridors biologiques sont intégrés à la réflexion du grand projet, notamment dans le cadre du foncier à valoriser. Autant de paramètres essentiels qui sont considérés comme partie intégrante du projet. Encore une fois, nous ne pouvons que nous féliciter du caractère intégré et partenarial de ces composantes dans la réflexion du développement. Alors que le partenariat de la région avec le GPRA Biovallée, qui porte un projet de développement de territoires équilibrés et écologiques en milieu rural, se termine bientôt, la région boucle la boucle avec Rhône-Médian, territoire sera porté sur un développement plus industriel. Nous espérons donc que, comme Biovallée, la création d'un modèle écologique de développement se réalisera avec une efficience marquée de l'investissement régional, afin de créer concrètement une dynamique d'éco-région, où la région joue pleinement son rôle de chef de file du développement durable des territoires. Nous approuvons donc pleinement ce protocole, car à travers lui, le territoire Rhône-Médian et la région réaliseront, en tout cas nous l'espérons, notre aspiration à la transition énergétique nécessaire et urgente, à la transformation écologique de l'économie, au vivre mieux. Je vous remercie. Merci Madame Colin.
Pour le Front National.